Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Big Five, le podcast foot européen du journal L'Équipe. Vous l'attendiez depuis des mois, et bien ça y est, la Ligue des Champions est de retour. On va bien sûr parler des plus belles affiches de cette première journée, avec notamment le sans faute du PSG face au Real et la défaite du champion en titre Liverpool à Naples. Mais avant cela, on se penchera sur le Dortmund de Lucien Favre. Y a-t-il un modèle Favre dans ce club mythique en Allemagne ? Et puis on terminera avec notre Francky national qui se relance à la Fiorentina. Que penser de ce nouveau défi pour Franck Ribéry en Italie ? Et avec moi pour en parler, Emmanuel Beaujean, responsable adjoint de la rubrique football, en charge du foot étranger. J'ai un peu la pression parce que c'est l'un de mes nombreux chefs. Bonjour Emmanuel. Bonjour Marie, il faut pas. José Barroso est là également, grand reporter spécialiste du PSG. Bonjour José. Bonjour. Et enfin François Verdenay, grand reporter lui aussi, spécialiste des transferts. Bonjour François. Bonjour. Les présentations sont faites, maintenant on peut commencer. Y a-t-il une recette miracle dont seul Lucien Favre détiendrait le secret ? L'entraîneur du Borussia Dortmund a entamé sa deuxième saison dans la Ruhr. L'an passé, le Suisse de 61 ans a relancé les jaunes et noirs qui ont failli remporter la Bundesliga avant de craquer dans la dernière ligne droite et de voir le Bayern sacré pour la 7e saison consécutive. Alors mardi, les hommes de Favre étaient tout proches de battre Barcelone en Ligue des Champions, 0-0 à domicile. On en parlera un petit peu plus tard. Et en Bundesliga, après 4 journées, ils sont déjà deuxième derrière Leipzig. Et pour la première fois, Lucien Favre a ouvertement annoncé que son club visait le titre. Pour commencer, est-ce que c'est une bonne idée et pourquoi il le fait ? C'est une bonne idée parce que vous l'avez dit, il est passé près la saison dernière. Et il a aussi inscrit un premier titre à son palmarès avec la Super Coupe d'Allemagne contre le Bayern. Donc c'était déjà un signe fort envoyé. Aussi, ils ont réalisé le recrutement qu'ils voulaient réaliser à l'intersaison parce qu'ils ont ciblé très vite leurs objectifs pour les conclure. Et derrière, on a une forme un peu d'équilibre et de continuité dans le travail de Lucien Favre. C'est quelqu'un qui travaille sur la durée, c'est quelqu'un qui est très constant dans ses perspectives, dans sa construction d'équipe. Il avait failli déjà le réaliser avec Nice. Et son rêve, c'est surtout, et c'est pour ça qu'il a rebondi au Borussia derrière, et n'est pas allé au Bayern de Munich, c'est de remporter ce titre champion d'Allemagne et sa première Bundesliga. Mais l'année dernière, on lui avait reproché d'avoir démobilisé ses joueurs au moment crucial de la saison à cause de son discours de prudence. Oui, c'est une petite forme de fracture entre ses dirigeants et lui. C'est-à-dire qu'à Dortmund, on avait beaucoup aimé le passage de Klopp qui savait emmener tout un club derrière lui et se montrer extrêmement ambitieux. Et à la manière un petit peu de Tuchel qui est aussi passé par Dortmund, Favre est un peu plus mesuré, un peu plus pondéré. C'est un Suisse, hein, il fait la part des choses, il a de l'ambition, mais il ne la clame pas haut et fort. Et je pense qu'il s'est senti un petit peu obligé de se mettre à nu et de dévoiler les ambitions de titre, puisque c'était passé extrêmement près la saison dernière. Il y avait eu un début de saison un petit peu en trompe-l'œil, avec beaucoup de victoires étriquées par un but d'écart. Le Borussia avait de l'avance sur Dortmund avant de craquer. Sur Munich. Sur le Bayern Munich, pardon. Et comme l'a dit François, il y a eu cette Super Coupe d'Allemagne où là, la victoire a été assez nette pour le Borussia. L'effectif est plutôt stable avec les transferts de cet été. Il y a une ambition qui est normale et qui doit être affichée au Borussia cette saison. Et je pense aussi, contrairement au Bayern ou à d'autres clubs, le Bayern a été quand même pas mal remué en termes de transferts à l'intersaison. Le Borussia incarne cette continuité dans la colonne vertébrale de l'équipe. Contrairement à Munich qui a été pas mal charcuté avec des départs de gros cadres comme Robben, comme Ribéry. Donc ça, c'est très déstabilisant. Et le profil aussi de Dortmund et du championnat d'Allemagne, on peut le retrouver dans d'autres championnats étrangers qui sont, à mon avis, beaucoup plus ouverts cette saison. On va parler tout à l'heure de l'Italie, mais l'Italie, je pense que la Juventus va être bougée par ses principaux outsiders des dernières saisons, à commencer par Naples, qu'on a vu en Ligue des Champions en ce milieu de semaine. Et là-dessus, Dortmund, c'est sans doute le club qui incarne le mieux, et on l'a vu aussi contre Barcelone, la continuité. Oui, alors tu parlais, pardon José, vous parliez de colonne vertébrale, donc c'est toujours la même avec le gardien Roman Bürki, Manuel Akanji en défense, Alex Witsel au milieu et Marco Reus devant évidemment, et effectivement ils sont pas mal renforcés cet été. Moi je trouve qu'en fait il a été un peu rattrapé par son succès, on va dire, c'est-à-dire que l'an dernier,
pour être honnête, on ne s'attendait pas forcément à ce que ça marche aussi bien, aussi vite. Et justement, la petite période un peu compliquée à l'hiver s'est retournée contre lui. On lui en a voulu, alors que moi, à mon avis, il faisait vraiment du très bon travail et peut-être plus vite. Et comme le disait Emmanuel tout à l'heure, peut-être qu'il surjouait un petit peu à un moment. Donc du coup, les exigences et les attentes ont été un peu prématurées. Et puis finalement, il a quand même bouclé une super saison, quoi. C'est la première fois depuis 8 ans peut-être qu'il y a du suspense en Bundesliga. On s'est régalé aussi parce que même si là aussi il a été un petit peu prudent au début et difficile de lui en vouloir, finalement il y a eu quand même des matchs assez exceptionnels, quoi, avec du spectacle comme toujours, avec certes la réussite exceptionnelle d'Alcacer la saison dernière. Et là du coup, voilà, cette saison, il faut vraiment qu'il s'installe, il faut qu'on lui donne un petit peu de temps et que tout le monde accepte ça. Effectivement, c'est pas le Bayern, quoi. C'est Dortmund qui revenait d'une période d'instabilité assez longue. Donc voilà, il faut lui donner le temps un petit peu de s'installer et de mettre en place son projet de jeu. Et justement, question que je voulais poser, est-ce qu'il y a un style de jeu Favre ? Est-ce que c'est vraiment un entraîneur offensif ? Moi, je pense que oui, mais c'est quelqu'un qui sait très bien qu'aujourd'hui, on ne peut pas arriver et voilà, tout révolutionner. Voilà, c'est quelqu'un, pour l'avoir côtoyé, c'est quelqu'un de très intelligent qui sait très bien comment fonctionne le football aujourd'hui et le fonctionnement des clubs, ce qui est aussi important. Et donc, du coup, voilà, c'est pas un romantique aveugle, quoi. Il est suisse, Emmanuel le disait aussi. C'est quelqu'un qui sait très bien, voilà, faire la part des choses. Et il aime bien avoir le temps. C'est aussi une des raisons, peut-être, de son départ de Nice. Il aime bien qu'on lui laisse le temps de pouvoir mettre en place ce qu'il veut faire. Et je pense que voilà aussi la patte la patte Favre, excusez-moi, on est en train de la découvrir petit à petit et on la verra de plus en plus avec en plus la possibilité de mettre en place les joueurs que lui a choisis. Et joueur que lui a choisi, donc Mats Hummels qui est revenu au Bercail. Il y a aussi Nico Schulz, Julian Brandt et Thorgan Hazard. Recrutement assez intelligent puisqu'ils perdent Abdou Diallo, mais ils font revenir Hummels du Bayern, donc ils amènent beaucoup d'expérience. Ils ont su garder Witsel au milieu, ils ont surtout gardé pour moi, ce qui est la meilleure nouvelle de l'été pour Dortmund, Jadon Sancho, qui était extrêmement courtisé, l'ailier anglais de 19 ans. Donc, et même faire venir des joueurs comme Thorgan Hazard, qui était très performant avec Mönchengladbach, ou Julian Brandt, ou Nico Schulz au poste derrière gauche. Ça montre que justement Dortmund sait se renouveler et continue aussi on en parlera tout à l'heure, de former et de post-former d'excellents jeunes. Et pour rebondir sur Lucien Favre, c'est aussi un peu un entraîneur de contre-pied dans le profil de la Bundesliga, parce que c'est un entraîneur, contrairement à Kovacs, même si Kovacs était passé, Nico Kovac à l'Eintracht Francfort, Favre, il a cette culture de la Bundesliga. Voilà, c'est quelqu'un qui a été au Hertha Berlin, c'est quelqu'un qui a été à Mönchengladbach, c'est quelqu'un qui voulait revenir dans ce championnat pour faire quelque chose dans ce championnat. Et contrairement à ses jeunes collègues qui ont repris des grosses écuries allemandes, lui, il sait construire à l'intérieur de ce championnat et par rapport au profil de ce championnat, qui est quand même un championnat un peu spécial en comparaison aux autres championnats pour moi du Big Five européen. Et ce qui dégage dans ces conférences de presse, vous le disiez, c'est beaucoup de calme, beaucoup de sérénité. Emmanuel, est-ce que ça se ressent dans son management ? Oui, je pense qu'il est très apprécié de ses joueurs. Il a une façon de faire progresser les jeunes. On l'a vu à Nice. Alors, François en parlait juste avant. C'est vrai qu'en Allemagne, il a une très bonne cote parce qu'il aime travailler dans la durée. Il aime façonner un groupe et se donner les ambitions de réussir. Il a des préceptes de jeu assez intéressants. C'est José qui évoquait tout à l'heure son style offensif, mais en effet, c'est pas un football total à la Klopp. Ça garde un certain équilibre. Et il y a toujours cette notion de progression au fur et à mesure de la saison et au fur et à mesure d'un cycle de 3 à 5 ans. C'est Reus d'ailleurs qui, la saison dernière, avait dit que c'était le meilleur entraîneur qu'il ait eu de toute sa carrière. Et Willan Cyprien, le Niçois en 2016, avait dit que c'était plus un professeur qu'un entraîneur. Là, les deux sont pas incompatibles. Et est-ce que finalement, c'est pas pour toutes ces raisons qu'il a été choisi par le club, et un club qui est très structuré ? Oui, c'est le BVB, le Borussia Dortmund, c'est un club extrêmement structuré. On sait qu'il y a une institution Bayern, mais il y a une institution Dortmund aussi. Et je pense que si vous me laissez une petite minute, je vais essayer de vous en convaincre. C'est un club qui sait utiliser ses grands anciens,
comme le Bayern. Le directeur sportif, c'est Michael Zorc, c'est le joueur le plus capé sous le maillot de Dortmund avec 563 apparitions. Le coordinateur des jeunes, c'est Lars Ricken. Ricken, c'est celui qui avait marqué ce but formidable en finale de la Ligue des Champions en 97 contre la Juventus. Et ils font un travail fantastique de détection. Et le centre de formation, on lui donne énormément de moyens. Il y a eu 20 millions d'euros d'injectés au printemps pour les 2 ans à venir pour améliorer les infrastructures, les pelouses, pour améliorer les synergies en partant des plus petites catégories de jeunes jusqu'à l'équipe Fagnon. Par exemple, quand l'équipe pro finit de s'entraîner, il y a les U10 qui regardent la séance de tir au but, tout le monde travaille côte à côte. Il y a des choses qui sont assez révolutionnaires aussi. On utilise notamment une machine qui s'appelle le Footbonaut, qui vous ramène des ballons au centre d'un cercle et c'est entouré de filets et vous devez viser des zones lumineuses et ça permet de faire travailler les joueurs sur leur précision, sur le premier contact avec la balle, sur le centre de gravité. Donc ça, c'est quelque chose où Dortmund a été pionnier en 2016 en récupérant cette machine révolutionnaire. Comme Offenheim, donc il y a énormément de choses qui sont faites, notamment pour la détection, pour la progression des jeunes. Ils ont formé Götze, ils ont formé Schmelzer, ils ont formé Pulisic, qu'ils ont vendu très cher à Chelsea, 64 millions d'euros. Et ils sont aussi dans la post-formation. On se souvient d'Ousmane Dembélé entre Rennes et le Barça. Il y a Zagadou du PSG, Hakimi du Real qui est prêté pendant 2 ans, Jadon Sancho qui est probablement le meilleur joueur de Dortmund. Et on va bientôt découvrir un nouveau joueur qui s'appelle Sergio Gomez, qui est champion d'Europe U19, que Dortmund est allé piquer au Barça car il avait une clause de 3 millions d'euros. Donc il y a énormément de talent et c'est pas un hasard si Dortmund arrive à être performant maintenant au haut niveau. Et Lucien Favre s'inscrit dans tout ce projet. Je pense que c'est un entraîneur adapté qui a en tout cas toutes les qualités pour faire éclore des jeunes et pour arriver à proposer un football spectaculaire et de qualité. Et justement, Dortmund vient de réaliser une belle performance avec ce 0-0 contre Barcelone en Ligue des Champions. Très clairement, ils auraient dû gagner ce match. Oui, en tout cas, ils auraient dû avoir l'occasion de retirer un penalty, déjà, clairement. Après, oui, effectivement, si c'était à la Coupe du Monde Femmes, on l'aurait fait retirer, en tout cas. Oui. Ou si c'était pas le Barça en face, peut-être, il y aurait les mauvaises langues. Oui, en tout cas, ils ont très clairement fait jeu égal, même si c'était à domicile, donc ça participe aussi peut-être de la façon dont le Barça a abordé le match. Mais ce qui est sûr, c'est qu'ils ont fait un super match, il faut le dire, et ça confirme ce début de saison que vous évoquiez, avec une seule défaite depuis le début de la saison, avec des résultats qui confirment ce qu'ils ont fait la saison dernière. Et puis moi, je les vois, aller loin encore une fois cette saison. L'an dernier, ça s'est pas forcément bien passé au printemps, la crise qu'on évoquait, mais à la fin de l'hiver. Mais cette saison, ça sera au-delà du duel en Bundesliga, ça sera un des clients à éviter au printemps, en Ligue des Champions. On se souvient de l'élimination de la saison dernière. Dortmund avait perdu contre Tottenham, mais c'était 3-0, 1-0. Mais le match aller, c'est totalement... C'est ça. Quand on décortique le match, Dortmund avait posé énormément de problèmes aux Spurs. Ils étaient tombés sur un grand Lloris. Et le fait d'avoir cette ferveur du Signal Iduna Park, le mur jaune, c'est aussi un atout énorme. Et je pense que les équipes, quand elles arrivent en 8e de finale, elles ne veulent pas tomber contre Dortmund. Je vais vous poser juste une petite question. Est-ce que vous savez, pour la finale des U19 de l'année dernière, combien il y avait de spectateurs pour venir voir la finale du championnat U19 à laquelle participait Dortmund? C'était où? C'était à Dortmund. Alors, 60 000. Bon, j'ai perdu mon effet, mais c'était déjà 35 000. 35 000 pour venir voir les U19, ça vous donne déjà une idée de la capacité de mobilisation des gens de la Roure. Moi, c'est vrai. Mais on peut rajouter aussi, Dortmund est un club qui est prospère. C'est un club qui a injecté beaucoup d'argent. Alors, je n'ai pas les chiffres exacts, mais c'est plus de 100 millions d'euros, je crois, sur le marché des transferts, mais qui a quasiment vendu pour autant. Donc, c'est un club qui est à l'équilibre sur ce marché. C'est un club qui a toujours respecté le fair play financier. C'est un club très allemand dans sa rigueur, à la fois de la gestion de l'effectif, de la gestion de ses finances. C'est Emmanuel qui en parlait tout à l'heure sur le transfert de Diallo, qui s'intéresse beaucoup au marché français, qui va chercher des jeunes Français et qui arrive à faire de l'argent en transfert sur notamment des jeunes Français. On pense à Diallo, même s'il n'est pas français, on se souvient d'Aubameyang. Il y a eu Zagadou aussi. Voilà, il y a eu Zagadou que tu évoquais tout à l'heure. Et dernièrement, ce qui montre aussi leur solidité et leur capacité, c'est que Guerreiro est un joueur qui était ultra convoité, notamment par le PSG. Ils sont en passe, ou c'est imminent, de le faire prolonger. Et à des tarifs
en termes de salaire et surtout en termes de primes, parce que ce qui intéresse beaucoup les joueurs en Allemagne et notamment à Dortmund, c'est que vous avez des primes de résultats qui sont énormes, qui sont sans doute les plus grosses primes de résultats en Europe. Donc, ce qui permet aussi de conserver et d'asseoir ce qu'on disait, une colonne vertébrale, un effectif et de pouvoir garder des joueurs. José évoquait Alcacer tout à l'heure, il était prêté. Ils ont pu lever l'option d'achat. Et ce n'est pas des options d'achat qui sont démentielles. C'est des options d'achat qui savent négocier. On parlait de Zorc, de tout leur staff technique et sportif. C'est des gens qui sont très au fait du marché européen. C'est des gens qui ne surpayent pas à la fois leur joueur moyen, parce qu'un joueur moyen reste un joueur moyen en Allemagne, et qui ne surpayent pas aussi les transferts en termes d'indemnité. Bien, on va continuer à surveiller Dortmund en Ligue des Champions. Et maintenant, on va parler des plus belles affiches de la première journée de la phase de poule. Et pour commencer, la victoire sans appel du PSG face au Real Madrid. 3-0 au Parc des Princes mercredi. Un doublé d'entre elles, Di Maria, et un but de Thomas Meunier. Messieurs, est-ce que c'est le match le plus abouti du PSG depuis longtemps ? José est sûrement le mieux placé pour en parler, mais je pense qu'il y a eu déjà des matchs aboutis. Il y a eu le 4-0 face au Barça aussi en phase de groupe. Ces dernières années, oui, sans aucun doute. Après, effectivement, il y avait le 4-0 qui était un huitième de finale, qui était un match dans un contexte particulier, coup près. Ils n'étaient pas forcément attendus, ce qui rappelle un petit peu le contexte actuel, c'est-à-dire que le début de saison est quand même compliqué, même si ça reste le PSG. Ça a été, tout le monde le sait, pollué par le feuilleton Neymar. Partira pas, et on sent que tout le projet de jeu, même si il a du mal à le dire, de Thomas Tuchel a été considérablement gêné par ça, parce que forcément l'équipe n'est pas la même si lui est là, si Neymar est là ou si Neymar n'est pas là. Là, ce qui est hyper intéressant, c'est qu'ils arrivent à faire ce résultat-là, peut-être avec un peu moins d'attente, puisqu'il n'y avait ni Neymar, ni Cavani, ni Mbappé. Ils arrivent à faire ce résultat-là sans ce trio-là. Donc ça dénote un certain potentiel, une profondeur de banc, et à mes yeux aussi, là, ça salue le mercato qui a été réalisé, puisqu'on a quand même vu 5 recrues sur le terrain. Ce qui veut dire que voilà, ce pari-là peut vraiment faire mal, et d'autant plus qu'on l'attend un peu moins, en tout cas moins que la saison dernière, vu le chantier autour de Neymar. Alors tu parlais des recrues. Hier, on a vu Idrissa Gueye, incroyable pendant tout le match. Il a fait un match de dingue en termes d'intensité de pressing. Oui, mais Idrissa Gueye, pour moi, c'est loin d'être une surprise. En plus, il a cette continuité dans le jeu. C'est quelqu'un de régulier, de métronome, qui va pas avoir des pics de performance. C'est quelqu'un sur qui on peut compter dans la durée, mais surtout c'est quelqu'un qui voulait venir au PSG. Moi, je l'avais vu fin janvier, début février, pour un entretien en Angleterre, suite à la déception de ne pas avoir signé le fait que le PSG ait pris Paredes. Mais c'est quelqu'un qui a toujours voulu venir au PSG. Donc la motivation, elle est là. Et la grande différence, c'est José qui l'évoquait aussi par rapport aux 5 recrues qui est aligné contre le Real, c'est qu'on a l'impression que ces joueurs-là, ils sont venus cette fois pour un projet sportif avec la volonté de gagner et pas uniquement à cause du chéquier. C'est le cas de Gueye, c'est le cas de Sarabia, c'est le cas de ces recrues qui donnent depuis le début de saison. C'est des recrues qui, quelque part, étaient destinées au banc, pour allonger le banc, et ce qui va faire la force du PSG, mais qui aujourd'hui ont fait appel à eux, et qui donnent tout, et qui ont une véritable volonté de pas seulement s'asseoir sur le banc, mais d'avoir et d'essayer de conquérir une place de titulaire. Alors, et José le disait, la MCN était absente, et comme souvent dans ces cas-là, Di Maria s'est illustré. Est-ce qu'on ne l'oublie pas un peu quand on parle du potentiel offensif du PSG ? Tuchel, lui, ne l'oublie jamais. Il a toujours parlé de ses 4 stars offensives. Donc, il faudrait ajouter un D à la MCN. Mais c'est vrai qu'il aime prendre ses responsabilités. Il est souvent bon dans les matchs de gala, et il prend la place qui est laissée vacante par les absents. L'année dernière, 19 buts et 17 passes décisives pour Angel Di Maria. Oui, sa saison était remarquable, et là son implication même défensive était très bonne hier. Quand on voit les replis de Di Maria et de Sarabia hier, ça permet au milieu d'être mieux protégé, et quand on voit ce que donnent Marquinhos et Gueye, qui a été fantastique ce mercredi, ça protège d'autant mieux la défense. Paris a su recruter à des postes clés qui étaient pourtant ciblés depuis plusieurs années. Il a remédié à ça avec Navas et Gueye, et c'est vrai que cette victoire face à un petit Real, ce qui peut être le bémol de cette semaine européenne, mais cette victoire très probante, sans les 3 meilleurs éléments offensifs,
peut laisser nourrir beaucoup d'espoir pour le printemps européen. Et pour rebondir sur ce que vous disiez sur Idrissa Gueye, Tourelle lui-même à la fin du match insistait en fait sur la complémentarité au milieu. C'est-à-dire que ça a été évidemment, comme toujours d'ailleurs, un secteur clé du match de mercredi soir. Et ils ont gagné la bataille du milieu parce que justement il y avait cette complémentarité entre Marquinhos, Verratti et Gueye. Et Gueye a un profil complet comme les autres d'ailleurs, avec un vrai potentiel offensif, en tout cas d'animation offensive. Dans les transitions, il a été exceptionnel. Il est impliqué sur 2 des 3 buts. Et justement, voilà, on connaît son abattage sans être un monstre physique du tout, mais il a une capacité de placement assez unique, enfin assez phénoménal. Ça fait très longtemps qu'on n'avait pas vu un match comme ça au milieu au PSG. Et en même temps, voilà, il fait ce rôle de transition vers l'avant qui a énormément fait défaut. Il y a plein de matchs où on s'est vraiment ennuyé cette saison, depuis le début de saison avec le PSG. Et justement, il n'y avait pas de relation entre le milieu, et malgré Verratti, pas de relation entre le milieu et l'attaque. Et lui a fait ça hier de manière exceptionnelle. Oui, et on retrouve aussi un côté dans le recrutement et le rendement des recrues, côté efficacité. C'est-à-dire qu'on a recruté pour être efficace, là. Et le symbole, c'est sans doute aussi le poste de gardien. Voilà, l'année dernière, on avait recruté Payet, Buffon. Et beaucoup trouvaient ce recrutement aberrant. Moi, je le trouvais aberrant par rapport à l'efficacité de Buffon, par rapport à son statut. Si la Juve ne gardait pas Buffon, il fallait quand même se poser des questions. Voilà, là, le Real a essayé de garder Navas. C'est Navas qui a essayé de venir. Qui a voulu venir, pardon, ils ont eu Navas, donc il y a de l'efficacité avec Navas, il y a de l'efficacité avec Gueye, il y a de l'efficacité sur la longueur de banc avec Sarabia, il y a une opportunité de marché avec Icardi qu'ils ont saisi, parce que c'est une véritable opportunité de marché qu'ils auraient peut-être pas pu conclure 10 ou 15 jours avant, parce que les prix auraient monté, et là ils se sont engouffrés, et quelque part on retrouve aussi un peu la touche Leonardo du début de son premier mandat à Paris, où il est allé chercher des joueurs qu'on connaissait pas forcément au niveau du grand public, qui était Verratti, qui était Pastore, qui était Marquinhos, tout à fait, et qui sont des joueurs qui se sont installés dans la durée, qui ont fait leur place, et aujourd'hui qui sont de véritables titulaires à part entière du PSG. Et se souvenir que à cette époque-là, il y avait des résultats en Ligue des Champions. Et juste pour compléter ce que tu dis sur Navas, il faut savoir que Zidane, si ça n'avait tenu qu'à lui, Navas serait titulaire cette saison au Real Madrid. Et c'est Florentino Pérez pour des raisons en partie extrasportives, parce que, comme Thibaut Courtois a signé un contrat de 5 ans, qu'il a été acheté plus de 35 millions d'euros cet été, donc l'été dernier, pardon, donc il fallait l'installer. Voilà, le président a pris la décision de un peu forcer la main à Zidane pour l'installer, mais sinon, aux yeux de Zidane, Navas méritait sa place de titulaire cette saison encore. Et je pense qu'avec Navas dans le but, le Real prenait pas le premier but. Madrid qui est complètement passé à côté de son match hier. On va parler du champion d'Europe maintenant, qui a perdu lui aussi. Liverpool est tombé à Naples mardi, victoire 2-0 grâce à Dries Mertens et Fernando Llorente. C'est la première défaite des Reds cette saison. Est-ce que c'est juste un accident ? C'était une sacrée affiche. C'était franchement... Oui, moi j'ai envie de dire oui, vu leur début de saison par ailleurs, justement en championnat, on ne peut pas dire du tout qu'ils passent à côté, bien au contraire. Donc ils continuent à mettre Moi, la surprise, en fait, c'est le manque d'intensité. Et j'étais surpris justement, voilà, qu'ils passent un petit peu à côté à ce niveau-là, physiquement. J'ai trouvé qu'il manquait un petit peu de gaz. C'est ça qui m'a surpris. Mais leurs matchs de Première Ligue, ils sont au taquet. Et j'étais même surpris, moi, qu'ils soient déjà aussi bien physiquement. Ouais, puis il y a... Toujours quand on parle de Liverpool, il faut imaginer qu'il y a ce titre de champion d'Angleterre, c'est l'horizon, c'est l'espoir depuis bientôt 30 ans. Maintenant que les joueurs de Klopp sont allés chercher la Ligue des Champions, je pense que ça sera l'objectif prioritaire de la saison, et je suis pas tellement surpris de cette défaite à Naples. Il faut se souvenir que la saison dernière en Ligue des Champions, Liverpool avait perdu ses 3 matchs à l'extérieur en phase de groupe, à Naples, à Paris et à Belgrade. Il avait aussi souffert à Barcelone avant de faire une très belle remontée lors de la phase à élimination directe. Donc je pense qu'on aura un très bon Liverpool, comme le dit José, c'est déjà intense et d'un très bon niveau en championnat. Le plus dur, ce sera de résister à la remontée de Manchester City pour aller chercher enfin ce titre de champion d'Angleterre. Mais en Ligue des Champions, ça devrait suffire pour passer cette phase de groupe, et ils seront surtout dangereux au printemps.
Et pour clore ce chapitre Ligue des Champions, justement, un dernier mot sur le nul de partout entre l'Atlético Madrid et la Juventus Turin. Les Espagnols étaient menés 2-0 et ils ont réussi à revenir à 2 partout. Alors on sait que beaucoup de joueurs emblématiques sont partis cet été, Antoine Griezmann, Lucas Hernandez, Diego Godin, mais l'état d'esprit est toujours là. L'état d'esprit est là, et il fallait simplement voir la joie de Diego Simeone au moment de l'égalisation. On a l'impression qu'il a gagné la Ligue des Champions. Mais de toute façon, ça restera toujours cette marque de fabrique. Tant que Diego Simeone sera à l'Atlético, il y aura cette volonté, cette rage. C'est la veine, c'est ce qu'on veut, c'est l'ADN de l'Atlético sous Diego Simeone. Mais surtout, c'est... Moi, j'avais vu la Juve le week-end précédent à Florence contre la Fiorentina, et on va avoir une Juve contre nature cette saison avec l'arrivée de Sarri. C'est-à-dire que c'est une Juve qui veut jouer, qui a peut-être pas tous les joueurs pour jouer à l'image de son milieu de terrain, parce que c'est pas un milieu de terrain joueur. Pjanic, Matuidi, Khedira, il n'y a pas de vrai créateur, alors que Sarri veut du jeu, et donc elle va jouer, elle va marquer, elle va mener 2-0 à l'Atlético Madrid. Mais derrière, elle va pas savoir faire ce qu'elle faisait avant, c'est-à-dire conserver un résultat, avoir aussi un équilibre défensif, avoir un véritable bloc équipe. Et là derrière, on va avoir, je pense qu'on va avoir beaucoup de surprises avec la Juve. Et je reviens sur le match de Naples-Liverpool. Et Naples, j'en vois plus qu'un outsider en Serie A. Et comme le disait Emmanuel, Naples, sa priorité, comme Liverpool, ça va être la Serie A. Et Liverpool, le championnat. Et la victoire de Naples contre Liverpool, il ne faut pas en faire l'un ou l'autre un favori de la Ligue des Champions, parce que c'est deux équipes qui vont être un peu en trompe-l'œil cette saison en Ligue des Champions, à mon avis. Tu reparlais de Naples, on va continuer avec l'Italie, mais du côté de la Fiorentina, où l'un de nos plus emblématiques joueurs a atterri cet été. Franck Ribéry s'y est engagé jusqu'en 2021. Alors, Francky, pour ceux qui ne le savent pas, c'est 12 ans au Bayern Munich, un record de 9 Bundesliga et une Ligue des Champions en 2013. Le 14 septembre, il a donc joué son premier match en tant que titulaire avec la Fiorentina. C'était contre la Juventus Turin, tu en parlais, François. Et juste avant le match, il avait déclaré dans nos colonnes « Je suis à la Fiorentina pour vivre des grands matchs, comme celui face à Cristiano Ronaldo. Ça n'a pas de prix de vivre ces moments-là. » José, des joueurs qui, à 36 ans, avec la carrière qu'il a eue, décident de se relancer de cette façon, c'est quand même assez rare. C'est assez rare, oui, à 36 ans peut-être. Moi, je trouve ça génial. Voilà, on le sait, François l'a écrit, il aurait pu signer en Chine, en Arabie Saoudite, au Moyen-Orient. Et puis voilà, il reprend un vrai défi avec un rôle de leader, faut le dire. Il sera attendu au tournant. Au-delà d'être une star, il sera attendu aussi sur le terrain pour mener cette équipe haut. En tout cas, plus haut que la saison dernière où ils n'étaient pas très loin de la relégation. Ah oui, c'est pour ça que c'est un choix surprenant, parce qu'ils ont terminé 16e la saison dernière. Oui, mais justement, découvrir à son âge un nouveau championnat, une nouvelle culture, se mettre dedans, et puis voilà, il a été accueilli avec l'honneur dû à son rang et à son palmarès exceptionnel. Moi, je trouve ça formidable, et d'autant que voilà, il joue le jeu pleinement. Tout le monde autour de lui lui fait comprendre qu'il est chez lui déjà. Et François était effectivement à Florence ce week-end. Ça devait être formidable de voir à quel point ça a déjà pris, en fait. C'est ça qui est super. Comment se passe son intégration ? Elle est formidable. C'est presque une intégration rêvée, au point où il est sorti sous une standing ovation à la 69e minute avec des crampes. J'allais dire presque Cristiano Ronaldo, on a l'impression qu'il était à deux doigts de l'applaudir, qu'il y avait une forme de respect. Et 2 minutes avant, il perd un ballon, fatigue à peu près aux 30 mètres du but de la Fiorentina. C'est lui qui fait l'effort sur 50 mètres pour venir reprendre Cristiano Ronaldo, qui partait quasiment tout seul au but. Montella, il a dit, mais il y a un orgueil de champion chez lui. Et la Fiorentina, il me le confie dans un papier qui sortira ce week-end dans l'équipe. Il dit, c'est bizarre, quand ils m'ont approché, j'avais l'impression qu'ils ne pensaient pas qu'ils pouvaient m'avoir. Voilà, que j'étais presque trop grand pour eux, et il y avait une forme de gêne. Mais il dit, moi, je suis quelqu'un, je suis là pour jouer au foot. J'ai pris un projet de foot sur 2 ans. Il a eu des gros clubs, encore après le Bayern. Il y a eu des gros clubs allemands. Il y a eu un gros club italien, mais il lui proposait 1 an de contrat.
Il lui proposait beaucoup plus d'argent sur 1 an, mais il a dit, moi, je veux 2 ans parce que je veux jouer encore 2 ans, je veux m'impliquer dans un projet sur 2 ans, et je veux aussi que ma famille, si elle déménage de Munich, je l'installe pour 2 ans. Je veux pas qu'elle redéménage au bout d'1 an. Donc, il y a de la construction chez Ribéry. Je sais qu'il a été beaucoup décrié. Oui, il a souvent une mauvaise image en France. Mais il a une mauvaise image en France. Alors, il a fait des bêtises. On les connaît. Mais Ribéry, c'est quelqu'un qui est entier. Voilà. Alors, il faut pas le prendre à l'envers. Certains ont essayé de lui faire à l'envers. Là-dessus, il se braque. En revanche, la Fiorentina, ils l'ont pris à l'endroit. Et avec un discours qui lui a plu. Et aussi, il faut le souligner, parce qu'il ne faut pas être naïf non plus, c'est que la Fiorentina, au mois de juin, a été reprise par une personne qui s'appelle Rocco Commisso, qui est un Italien d'origine, qui a fait fortune aux États-Unis, qui a une grosse fortune même aux États-Unis. Je crois que c'est la 300 ou 400e fortune. Il a un patrimoine de 4,5 milliards d'euros. Et qui veut relancer un projet, mais qui ne peut pas, à cause du fair play financier, pour diverses raisons, investir sur des grosses indemnités de transfert. Donc, il s'est dirigé, il me dit, il me faut une star pour lancer mon projet, pour marquer mon arrivée. Et Ribéry libre, il s'est jeté sur Ribéry, il a tout fait pour le convaincre. Il lui a donné un très bon salaire, qui est un salaire qui est de l'ordre de 4 millions d'euros net d'impôts par saison. Donc, en gros, ça fait 10 millions d'euros bruts par an. Donc, à 36 ans, c'est pas banal non plus. Mais il faut savoir aussi, et José l'évoquait tout à l'heure, et ça, c'est l'agent de Franck qui me l'a confié, Alain Migliaccio, qui est le même agent que Zinedine Zidane, qui est quelqu'un très, 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 très ancien dans la profession. On a refusé 5 fois plus en Chine. C'est-à-dire qu'il aurait pu gagner 20 millions d'euros net en Chine. Voilà, on lui déroulait, on lui disait un pont d'or parce qu'il n'y avait pas d'indemnité de transfert. Ça compte dans le monde des transferts. Un joueur libre de la dimension de Ribéry, et vous ne payez pas d'indemnité de transfert. On les connaît aujourd'hui, 30, 40, 50, 70, 100 millions d'euros. C'est plus facile de négocier un bon contrat, même lorsqu'on a 36 ans. C'est là l'intelligence de ce président, là, Rocco Commisso. C'est un président un peu charmeur, comme il y en a aussi à Brescia. Ils ont fait venir Balotelli à Brescia et la Fiorentina s'est mise sur Franck Ribéry. Et c'est vrai que c'est un gros coup. Ça a mis aussi un boost sur la Serie A qui a su faire venir des gros joueurs cet été. De Ligt, qui aurait pu venir au PSG, a choisi la Juventus. Il y a le prometteur mexicain Lozano qui est parti à Naples. Lukaku qui est arrivé à l'Inter. Donc il y a un regain d'intérêt pour cette Serie A. Et c'est vrai que Ribéry, je pense qu'il a aussi ce mental de champion. Il a 36 ans, mais il a toujours un orgueil, une volonté importante. Il avait très mal vécu de ne pas obtenir le Ballon d'Or en 2013 quand il avait fait le triplé avec le Bayern, Ligue des Champions, Coupe d'Allemagne, Bundesliga. Et c'était Ronaldo qui l'avait battu, mais là, il a envie de lutter dans les yeux avec Cristiano Ronaldo et d'être considéré en tout cas comme une star du championnat. Et puis c'est quelqu'un aussi qui, contrairement à beaucoup de joueurs, de grands joueurs qui ont gagné beaucoup de trophées, c'est quelqu'un qui sait se remettre en cause. C'est-à-dire, il arrive dans un vestiaire, il se met quasiment à l'égal des autres joueurs. Le petit Chiesa qui joue en attaque avec lui, Federico Chiesa, à 21 ans, ils ont 15 ans de différence. Mais il lui donne des conseils, il l'emmène, il va lui faire une blague. C'est quelqu'un, Ribéry, c'est quelqu'un de très humain. Moi, je le connais depuis 16 ans. Je l'ai vu commencer à Metz, en Ligue 1. Professionnel depuis 2004. Oui, à Metz. Tout à fait. Et c'est quelqu'un qui, s'il sent qu'il est en confiance à tous les niveaux, que ce soit au niveau sportif, au niveau médiatique, c'est quelqu'un qui va vous donner beaucoup, qui va vous donner plus que ce que vous attendez parfois. Et là, les Italiens l'ont vu arriver. Il est arrivé avec l'image qu'on lui colle, des fois un mauvais sparadrap, mais il est arrivé, il a commencé à parler en italien et tout le monde se regardait, mais il dit, mais Ribéry, il parle italien, il parle allemand, il parle français. Et oui, parce que c'est quelqu'un qui est comme beaucoup de footballeurs qui voyagent, et il sait s'adapter à des environnements. Il a eu un kiné italien au Bayern pendant 12 ans, il a appris l'italien avec lui. S'il est arrivé à Florence, Luca Toni aussi a fait le lien avec le club. Ils ont commencé ensemble en 2007 au Bayern. Il a appris un peu à parler italien avec lui. Et ça montre aussi une certaine intelligence de situation qu'il ne faut pas enlever aux joueurs de foot, qui sont souvent décriés, mais s'ils sont là à ce niveau, c'est que ces gens-là ont une intelligence de situation. Et Ribéry en fait partie.
Bien, on va terminer là-dessus. Merci beaucoup, messieurs, Emmanuel Beaujean, José Barroso et François Verdenay. Merci aussi à Roland Richard et à Louis Godefroy pour la préparation et la technique. On se retrouve la semaine prochaine pour le 4e épisode de Big Five. À très vite.